Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance, et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. C'est en seul titre, la représentation des femmes dans les instances de prise de décision reste une question au Burundi, sauf au gouvernement et aux deux chambres du Parlement. Dans d'autres secteurs, elles sont sous-représentées. En réalité, cette question pourrait être résolue à travers une intégration des jeunes filles dans tous les systèmes éducatifs et surtout, il faut qu'elle soit une question nationale selon l'avis du chercheur en genre. Vous allez suivre à travers cette synergie des médias. Radio Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA et la télévision Renaissance. Bienvenue à toutes et à tous. Rebonjour. Au Burundi, la représentation des femmes respecte l'accord d'Arusha au gouvernement, aux deux chambres du Parlement. Par contre, dans d'autres secteurs, cette représentation n'est pas respectée, n'est-ce pas, Winnie Nkurunziza? Dans le nouveau gouvernement du président Evariste Ndayishimiye, les femmes sont représentées à un taux de 31%. Sur un total de 16 ministres, les femmes occupent 5 portefeuilles ministériels. En 2015, le premier gouvernement nommé par le président Nkurunziza, au début de son troisième mandat, ne comptait que 6 femmes à un total de 20 ministères. À cette époque, le taux de représentativité des femmes n'était que de 30%. À l'Assemblée nationale, la femme est représentée à un taux de 37,5%, alors qu'en 2015, la femme était représentée à un taux qui avoisine les 30% prévus par la Constitution. Aujourd'hui, la Chambre basse du Parlement burundais compte 45 femmes en son sein sur un total de 120 députés. En 2015, sur 118 députés, les femmes n'étaient qu'au nombre de 35. Même au Sénat, les femmes sont mieux représentées par rapport à la législature précédente. Aujourd'hui, 41% des sièges de la Chambre haute du Parlement revient aux femmes. Du côté des nouveaux administrateurs communaux, les femmes dirigent 43 communes sur 119 communes que compte le pays. Pour dire que la femme est représentée à un taux de 35%, alors qu'en 2015, le taux de représentation de la femme à ce niveau était de moins de 10%. Concernant les gouverneurs de province, il y a 3 femmes sur un total de 18, soit 16% de femmes. Les ambassadeurs du Burundi à l'étranger n'ont pas encore été remplacés. Les ambassadeurs du Burundi sont tous au nombre de 29 et les femmes qui représentent notre pays à l'étranger ne sont qu'au nombre de 5. Soit une représentation de moins de 18%. Merci à Winnie Nkurunziza. Les filles doivent d'abord être admises nombreuses à l'école, de même qu'elles doivent s'imprégner dès le bas âge de l'importance de la femme comme décideur. C'est entre autres solutions que suggère Frédéric Bamvuginyuvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Il constate par ailleurs que les femmes ont été presque oubliées au sommet des institutions actuelles. Suivez Frédéric Bamvuginyuvira. La question de femmes, c'est une question très difficile, très délicate et qui comporte plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'abord le choix de la femme qui doit être en telle position. Évidemment, c'était le slogan du CNDD-FDD parce que dans le temps, on avait vu qu'on a eu des vice-présidents dames, on a eu un président de l'Assemblée dames, et donc on a eu des vice-présidents de l'Assemblée nationale dames. Je crois que quelque part, il y a quand même des évolutions. Dans notre pays, les femmes atteignent facilement 52% de la population, donc ce qui fait qu'ils sont plus nombreuses par rapport aux hommes. La logique allait dicter qu'ils soient aussi nombreuses dans tous les secteurs de la vie nationale. Le deuxième aspect, c'est l'aspect formation. Dans notre pays surtout, mais si c'est les femmes de poursuivre de longues études. Parce que à partir de là, ils pourraient absolument jouer de grandes responsabilités dans la gestion de l'État. Je considère qu'aujourd'hui, la femme doit comprendre qu'elle doit sortir de la culture burundaise et aller se former
et pour qu'elles puissent être capables aussi de servir comme les hommes. Également, tant que les femmes ne reçoivent pas une éducation de qualité comme les garçons et qu'elles accèdent à d'autres postes autres qu'elles elles ne vont pas évoluer, Charles Dittiger, président des partis prônant de l'opposition, ajoute aussi que le chiffre de 30% au gouvernement est insuffisant parce que les femmes sont plus nombreuses au Burundi. Professeur Charles Dittiger. La Constitution prévoit que les femmes occupent au minimum 30% au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Pour moi, c'est insuffisant. Il faut que la femme puisse accéder à ce qu'on appelle les capitaux, c'est-à-dire le capital culturel, avoir la formation qu'il faut au même niveau que les garçons, parce que ce sont ces espaces qui permettent aux femmes d'avoir une autonomie d'action et de pensée, qui leur permet de jouer le rôle qui devrait être la leur au niveau du fonctionnement de la gestion du pays. Donc, accès aux postes de responsabilité dans différents secteurs, les directions générales, les postes de responsabilité dans l'administration territoriale et administration centrale, pas seulement dans les postes politiques. Comme il faudrait qu'on remette en place ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire permettre un pourcentage inférieur aux filles pour qu'elles puissent accéder au même titre d'égalité que les garçons dans l'enseignement supérieur notamment et aux postes de responsabilité, pour les promouvoir de manière prioritaire. Et la question de la représentation des femmes au Burundi causera toujours problème tant que cette dimension n'est pas intégrée dans la politique nationale. C'est ce que dit Pascal Nyunguru, chercheur en genre à l'université de Coventry en Angleterre. Il donne l'exemple des pays de la sous-région qui ont mis cette question au niveau national pour ne pas donner une lourde tâche à un ministère en charge de cette question, comme au Burundi aujourd'hui. Suivez Pascal Nyonguru. Le problème se trouve au niveau institutionnel, dans la politique justement du genre, où ils ont vraiment de très bons textes. Je vous envoie le texte de la police nationale du genre de 2012-2025, qui est une révision de l'ancienne politique nationale genre 2003, où ils ont tout mis dans la conception d'une politique nationale genre, en définissant les problèmes, les opportunités qu'il y a, mais aussi les lacunes et les problèmes que rencontrent les femmes justement dans cette politique-là. En dehors ou en plus de cette politique, il y a d'autres instruments légaux, des traités, conventions internationales auxquels le Burundi fait partie, ou ont signé du moins. Le problème se trouve au niveau planification, au niveau exécution de cette politique. De haut, je veux dire, aux institutions centrales, jusqu'au plus bas dans l'administration locale. Non seulement le ministère en charge des questions du genre à lui seul ne peut pas conduire cette politique nationale du genre, mais également, en plus de ne pas être capable seul de conduire cette politique-là, le ministère est, je dirais, sous-équipé. La question du genre, ou la question d'égalité du genre, ça devait être un problème transversal, où tous les ministères devaient être impliqués à tous les niveaux,
de la présidence de la primature jusqu'aux collines de recensement. Voilà, nous poursuivons notre journal. C'est vers la fin de la journée de ce jeudi que le premier convoi des Burundais réfugiés à Mahama, à l'est du Rwanda, qui ont décidé de rentrer, est arrivé à la frontière rwando-burundaise de Gasenyi-Nemba. Que ce soit pour le gouvernement du Burundi ou pour ces réfugiés, c'était une immense joie. Le HCR, de son côté, annonce que ce n'est pas le début. D'autres convois seront organisés prochainement pour les réfugiés qui le désirent. Le reportage est signé Thierry Bigirindavi. « 493 réfugiés burundais qui étaient au Rwanda, la plupart des femmes et des enfants, ont été accueillis à la frontière rwando-burundaise de Gasenyi-Nemba. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Gervin Dirakobucha, qui avait représenté le gouvernement dans ces cérémonies. Une immense joie était lisible sur leurs visages, malgré la fatigue due à un long trajet de plus de 250 km qu'ils viennent de faire pendant au moins 8 heures. Certains réfugiés avec qui nous nous sommes entretenus ne cachaient pas leur impatience de retrouver leur famille restée au Burundi et n'ont pas oublié de remercier le pays qui leur avait donné refuge. Cette femme est l'une de ces réfugiés qui se sont rapatriés. Je suis très heureuse parce que je rentre dans mon pays natal. Là-bas, il y a nos familles, nos amis. Ils nous manquaient. Ici, on n'a pas eu faim. Que Dieu continue à bénir l'ONU et le HCR et qu'il continue à accueillir les réfugiés. Le Rwanda nous a bien accueillis et ils ont bien assuré notre sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en compagnie du ministre de la Santé et des autorités administratives de la province de Kirundo, étaient à la frontière rwando-burundaise pour accueillir ces Burundais qui rentrent de l'exil. Même la population des environs s'était déplacée jusqu'à la frontière pour assister à cette cérémonie. Le ministre Gervin Dirakobucha, qui avait représenté le gouvernement, dans son discours de circonstance, a demandé à ces réfugiés qui rentrent d'être des citoyens modèles sur les collines et de sensibiliser les Burundais qui restent en exil de se rapatrier. Aujourd'hui, pour le gouvernement et d'ailleurs pour tout le peuple burundais, c'est une immense joie. Le fait que vous avez pensé de rentrer dans votre pays natal et que le gouvernement est en train de vous accueillir publiquement. Soyez les bienvenus chez vous. Le pays a besoin de votre contribution pour son développement. D'ailleurs, les Burundais le disaient bien, l'union fait la force. Nous vous invitons aussi à travailler ensemble avec d'autres citoyens que vous allez trouver sur vos collines respectives pour préserver la paix et la sécurité. Il ne faut pas vous tenir à l'écart, car le gouvernement parent, le gouvernement travailleur souhaite que vous soyez des citoyens modèles dans le voisinage. Nous vous demandons aussi à inviter vos amis que vous avez laissés au Rwanda de s'inscrire massivement pour que demain ou après-demain, eux aussi puissent rentrer et être accueillis chaleureusement dans leur pays du lait et de miel. Bamba Boubacar, assistant du représentant au bureau du HCR à Kigali, a indiqué que le rapatriement des réfugiés burundais qui le désirent est un processus qui ne fait que commencer. C'est définitivement une activité qui va continuer et qui devra continuer. Comme vous le savez, le rapatriement volontaire, c'est la solution idéale pour toute situation de réfugiés. L'exil n'est pas la solution. Et l'intégration locale, ça c'est au dernier ressort. Mais le rapatriement, c'est la première solution préférée. Et c'est ce qui a été mis en œuvre aujourd'hui avec ce groupe de 500, près de 500 personnes. On a commencé l'enregistrement formel il y a quelques jours, une dizaine de jours. Et aujourd'hui, nous avions près de 1800 qui ont déjà approché les équipes de la protection pour exprimer leur désir de partir. L'enregistrement continue, donc ce qui veut dire qu'en ce moment, ça pourrait être beaucoup plus que les 1800 qu'on avait il y a 2 jours.
Donc c'est un processus qui va continuer. Et dépendamment des ressources que nous aurons à notre disposition, on va organiser les convois dont la fréquence dépendra des ressources. Mais l'activité définitivement va continuer parce que c'est la solution à la situation de réfugiés pour les Burundais. Après cet accueil, ces réfugiés burundais ont été conduits dans le site de Songoré, aménagé ad hoc à Kiremba, province Ngozi, au nord du Burundi. Ils vont y passer 3 jours pour le dépistage de la Covid-19 et recevoir une formation au patriotisme. Cependant, le retour au Burundi de certains réfugiés vivant au Rwanda est en trop-l'œil de l'avis d'Emmanuel Ndeleyimana, porte-parole de la coalition de l'opposition Sefor Arusha. La communauté internationale ne tombera pas dans le piège de cette opération de séduction tant que la situation n'est pas normalisée. Emmanuel Ndeleyimana était invité dans l'émission au Club de la Presse animée par Franck Kazé. C'était ce vendredi. Le problème est d'abord burundo-burundais. Si nous-mêmes acceptions de tomber dans ces pièges, la communauté internationale n'y est pour rien. Vous comprenez? Peut-être qu'à un moment donné, la communauté internationale viendra dire c'est trop tard. Malheureusement, on a observé, on voyait où ça allait, mais ces gens-là n'ont pas compris. Et nous avons encore le temps de bien comprendre pour ne pas tomber dans le piège. Pour être précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces réfugiés, la masse qui reste, ces petits échantillons qui sont rentrés hier, il ne faut pas que les réfugiés qui sont restés en masse derrière puissent être aveuglés par son mouvement de quelques échantillons qui sont partis, aveuglés par l'accueil chaleureux réservé par les autorités du Burundi, parce que les autorités, eux, c'est leur target, c'est leur piège. C'est leur objectif. L'objectif est de mettre tout en œuvre pour que les réfugiés puissent rentrer en masse après. François vient d'ajouter un nouvel élément, celui de la réunion entre les responsables de la sécurité, ou plutôt des services de renseignement militaires entre les deux pays. La réunion qui s'est tenue avant-hier en disant que si les relations se rétablissent sur le plan des échanges, que la circulation des personnes se fasse je ne te freine même pas. Je ne pense pas que la rencontre d'avant-hier aille des conclusions qui font que les réfugiés puissent suivre après 8 ou 10 heures de cette réunion. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. Je ne peux pas les lier avec le retour des réfugiés. Parce que on a commencé à manigancer ce retour avant cette réunion même qui s'est passée avant-hier. Vous comprenez? Alors, soyons seulement vigilants que tous les réfugiés... Moi, je fus réfugié à l'époque. Au moment et vous l'êtes encore aujourd'hui? Aujourd'hui, je le suis encore parce que le pays va mal. Vous comprenez? Je me suis encore réfugié une fois de plus. Par plaisir. Pour la première fois, quand je suis rentré, nous avons vu les accords d'Arusha, les accords sur la paix, l'unité, comment le pays va être gouverné sans problème. Est-ce que quelqu'un est venu nous bousculer? Il faut rentrer. Non, c'est automatique. Quand il y a la paix, tu fais bagage et tu rentres. C'est facile. Mais aujourd'hui, il faut rentrer à base des ruses du gouvernement. C'est vraiment malhonnête. Justice pour clore ce journal. Les 4 reporters du journal Iwachu sont emprisonnés depuis 312 jours dans la prison de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Moses et Gide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse les libérations parce qu'ils sont en prison pour les métiers. Voilà, c'est ce que prend fait. C'était Synergie des médias. Merci. Bon week-end chez vous. Au prochain rendez-vous.